Je vous propose que nous commencions notre audition. Madame la ministre, je dois excuser notre président Jean-René Cazeneuve qui est en déplacement à l'étranger et qui regrette vivement de ne pas être là, mais je vais essayer d'officier à sa place. Donc nous vous accueillons, Madame la ministre, aujourd'hui pour une audition relative au projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce projet de loi intéresse particulièrement notre délégation, vous vous en doutez, car sa dimension territoriale est importante et le sujet de l'accès aux soins dans les territoires est un sujet de préoccupation majeure pour nos concitoyens et pour les élus locaux, bien entendu. Nous sommes impatients de vous entendre, Madame la Ministre, pour que vous puissiez évoquer différents aspects du projet de loi, relatifs notamment à la lutte contre la désertification médicale, qui est une préoccupation au sein de la délégation. À ce sujet, avec ma collègue Véronique Louwagie, ici présente, nous avons eu l'occasion de constater les limites de certains dispositifs d'accompagnement dans le cadre de notre mission sur les zones de revitalisation rurale. Sujet aussi d'importance, la réforme de la carte hospitalière et aux enjeux de la labellisation des 500 à 600 hôpitaux de proximité à l'horizon 2022. Sujet aussi qui nous préoccupe particulièrement, la définition et le développement du télésoin, complémentaire de la télémédecine, qui désigne des soins à distance mettant en rapport un patient avec des pharmaciens ou des auxiliaires médicaux. Avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, je rappelle aux membres de la délégation que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur notre site Internet. Madame la Ministre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire. Comme lors de nos précédentes réunions, un débat s'engagera ensuite avec les membres de la délégation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour vous présenter et surtout pour échanger avec vous sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Et si je suis là, c'est parce que je mesure les attentes sur les territoires et parallèlement l'exigence particulière de la délégation aux collectivités territoriales d'associer au mieux les élus aux transformations à venir. Alors vous le savez, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'une réforme ambitieuse visant à restructurer notre système de santé afin d'en garantir la viabilité et d'améliorer partout l'accès aux soins sur tous les territoires. Et l'accès aux soins de qualité. S'il demeure par bien des aspects synonyme d'excellence, notre système de santé est confronté, à l'instar de celui d'autres pays développés, à des défis structurels qui nécessitent une évolution profonde de ces organisations, des prises en charge qu'ils proposent et des modes d'exercice des professionnels. Et ces tendances lourdes sont bien connues, c'est le vieillissement de la population qui est une conséquence mécanique de l'augmentation de la durée de vie, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques qui vont peser plus et plus sur le système de soins, et puis la persistance, voire l'aggravation d'inégalités territoriales en santé. Et nos concitoyens, dans le grand débat national, confirment en fait ce diagnostic. Face à un système jugé trop cloisonné, entre la ville, l'hôpital, le médico-social, entre le public et le privé, entre les professionnels de santé eux-mêmes, et mettant insuffisamment en valeur la fluidité des parcours, la coordination entre les professionnels, Ma Santé 2022 propose un changement de paradigme. La philosophie de la réforme de cette réforme s'articule en 3 axes. Premièrement, la qualité des prises en charge, en plaçant l'usager au centre du dispositif. Deuxièmement, une offre mieux structurée qui renforce l'accès aux soins par un maillage territorial de proximité. Et enfin, des métiers et des modes d'exercice et des pratiques professionnelles repensées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre stratégie ne s'arrête pas au projet de loi, mais entend activer l'ensemble des leviers et jouer sur toutes les composantes du système de santé pour proposer une nouvelle donne aux usagers et aux professionnels. Donc, parallèlement au projet de loi, sera proposée une réforme profonde du mode de financement, en s'appuyant sur le rapport de M. Jean-Marc Aubert, directeur de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, la DRES, qu'il vient de me remettre. Et des premières concrétisations ont d'ores et déjà été apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, avec notamment la mise en place d'un financement forfaitaire pour la prise en charge hospitalière du diabète et de l'insuffisance rénale chronique, ou le développement d'une dotation valorisant la qualité dans les établissements de santé. Les travaux se poursuivent et de nouvelles avancées proposant de nouveaux modes de financement seront proposés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Tout l'enjeu pour nous est de passer d'un système favorisant la course à l'activité et la multiplication des actes
à un système incitant à la prévention, qui soutienne la coopération entre professionnels et qui fasse de la qualité et de la pertinence des prises en charge le premier objectif. D'autres leviers encore, réglementaires, conventionnels avec l'assurance maladie, financiers, mais aussi d'animation territoriale et d'appui aux acteurs, viendront prolonger la loi. C'est notamment le cas pour plusieurs mesures emblématiques que je vais vous citer. Par exemple, le déploiement de 400 postes de médecins généralistes dans les territoires les plus en difficulté du point de vue de la démographie médicale, la définition et le déploiement des fonctions d'assistants médicaux qui rapidement devront permettre de libérer du temps de médecins et soigner un plus grand nombre de patients et mieux les accompagner, ou encore le soutien au développement des communautés professionnelles territoriales de santé qui amèneront une meilleure coordination des professionnels de santé pour améliorer l'accès aux soins de la population dans les territoires. Donc ce projet de loi, il est volontairement resserré autour d'un nombre limité de dispositions pour enclencher des dynamiques. Ce texte, il a été produit et concerté avec les principales parties prenantes dans des délais brefs qui se justifient par les engagements relatifs à la réforme des études en santé. La suppression du numerus clausus et de la première année commune d'études en santé, la PACES, et la réforme des épreuves classantes nationales en fin de deuxième cycle impliquaient que la loi puisse être soumise au Parlement dès début 2019 pour préparer et informer en temps utile les acteurs, je pense notamment aux doyens des facultés de médecine, les étudiants et des nouvelles modalités de sélection. Du fait de ce calendrier, un certain nombre de modifications législatives prennent la forme d'habilitations à légiférer par voie d'ordonnance qui ont été groupées et limitées à 6 articles. Elles associeront étroitement les parlementaires, comme je m'y suis pleinement engagée plusieurs fois devant vous. S'agissant du projet de loi proprement dit, j'en résumerai les principales dispositions. Donc d'abord, conformément aux engagements pris, la PACES et le numerus clausus qui existent depuis 1971 seront supprimés dès septembre 2020. La PACES cédera la place à un système qui va demeurer évidemment sélectif et exigeant, mais en faisant une meilleure place aux compétences, aux projets professionnels, à la qualité de vie des étudiants et en diminuant le coût social associé à ce couperet que nous connaissons tous. En développant des passerelles entrantes et une entrée via Parcoursup, la diversité des profils des étudiants sera également privilégiée. Le deuxième cycle des études médicales sera entièrement rénové avec la suppression des épreuves classantes nationales. Il s'agira de créer une procédure d'orientation prenant en compte les connaissances, bien sûr, mais aussi les compétences cliniques et relationnelles qui soient respectueuses des projets professionnels des futurs médecins. Nous étendons également le dispositif de médecin adjoint, c'est-à-dire la possibilité d'un interne en médecine en fin de formation de venir soutenir un médecin installé. Ce dispositif est actuellement réservé aux zones touristiques et donc nous l'étendons aux zones sous-denses ou en cas de carence ponctuelle constatée par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Le projet de loi porte également pour ambition la structuration d'un collectif de soins dans les territoires, en son titre 2. Pour cela, au-delà du soutien évoqué au développement des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, la création de projets territoriaux de santé doit aider à mettre en cohérence les initiatives de tous les acteurs du territoire, quel que soit leur statut, libéral ou en exercice regroupé ou coordonné, hospitalier ou du secteur social ou médico-social, public ou privé, en associant notamment les élus et les usagers du territoire. Ces projets territoriaux de santé formalisent le décloisonnement qui caractérise Ma Santé 2022. Le statut des hôpitaux de proximité sera par ailleurs revisité. Par ordonnance, les missions socles en seront définies, ainsi que la gouvernance et les modalités de financement, pour en faire des structures adaptées aux soins du quotidien, ouvertes sur la ville et sur le médico-social, et dont le financement garantira la continuité de service. Le projet de loi et la stratégie dans son ensemble visent par ailleurs à soutenir une offre hospitalière de proximité qui constitue un pilier de l'offre de soins de premier recours dans les territoires. Les hôpitaux de proximité doivent faire l'objet d'un accompagnement particulier et disposer d'une gouvernance et de modalités de financement adaptées à leurs activités. Et en cohérence avec ces enjeux, nous poursuivrons la réforme des autorisations des activités afin d'accompagner
les établissements dans la gradation des soins, dans une recherche de qualité, de sécurité et de pertinence des prises en charge. Un chapitre sera consacré à l'acte 2 des groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Le projet médical doit être désormais au centre de gravité des groupements. La gestion des ressources humaines médicales sera mutualisée et la gouvernance médicale sera adaptée et renforcée en conséquence dans les établissements de santé. Dernier pivot du projet de loi, l'innovation et le numérique. Les usages numériques doivent permettre aux patients d'être un acteur à part entière de sa santé et de son parcours, et c'est l'ambition de l'espace numérique en santé qui doit être ouvert pour chaque usager à l'horizon 2022. Il est conçu comme un nouveau service public digital. La première brique sera le dossier médical partagé. Il aura vocation à regrouper l'ensemble des données de santé du patient et à donner facilement accès à un bouquet de services et d'applications, et donc sera voué à s'enrichir progressivement de façon évolutive. Bien entendu, l'usager sera le seul gestionnaire de ces données et de l'octroi de leur accès. La dématérialisation des pratiques passera quant à elle par le renforcement de la télésanté. Le télésoin sera ainsi créé pendant de la télémédecine pour les paramédicaux et les pharmaciens, permettant la réalisation de certains actes, en orthophonie par exemple, à distance, par voie dématérialisée. Enfin, il s'agit d'un objectif transverse à toutes les politiques publiques. Des mesures diverses de simplification sont prévues ou d'harmonisation, de sécurisation juridique de certains textes, et tout cela est regroupé dans les titres 4 et 5 du projet de loi. Mesdames et messieurs les députés, nous avons collectivement la responsabilité de garantir à nos concitoyens les conditions d'un meilleur accès aux soins sur le territoire. Et à ce titre, évidemment, je serai très sensible à vos propositions pour enrichir cette stratégie de transformation du système de santé. J'ai bien entendu vos critiques sur la place qui est faite aujourd'hui aux élus en amont des décisions en matière de santé, et il nous faut avancer sur cette question. Je suis donc à votre écoute pour que nous trouvions ensemble des chemins d'amélioration. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour cette première présentation liminaire. Donc, je vais donner la parole à certains élus ici présents, mais en préambule, je souhaitais pouvoir vous poser une question aussi sur les deux extrêmes de la chaîne du soin, l'ARS en premier lieu, pour que vous puissiez nous dire un petit peu quelles évolutions vous envisagiez de cette structure qui a un fonctionnement un peu particulier, très autonome et quelquefois pas toujours en adéquation avec les réalités de nos territoires. Il y a une demande très forte des acteurs locaux sur la capacité des ARS à communiquer avec l'ensemble des acteurs du territoire et aussi à s'adapter aux spécificités de chacun d'eux. Et l'autre extrémité de la chaîne, ce sont les aides à domicile. Aujourd'hui, il y a un enjeu majeur, je crois, sur cette profession qui a un statut peut-être pas suffisamment reconnu en termes de rémunération dans un premier temps, mais en termes de formation aussi, alors que ce sont des acteurs qui, dans le cadre du vieillissement de notre population, sont des échelons et des maillons indispensables pour la prise en charge des patients. Et je donne la parole à Monsieur Viala, Monsieur Géretti, Madame Louvager en suivant. Merci Madame la Ministre de cette présentation. J'ai trois questions en fait sur trois des sujets que vous avez abordés. Ce sont davantage des demandes de précision qu'autre chose. D'abord sur la réforme du cursus d'études de médecine. Donc c'est vrai que l'annonce de la suppression du numerus clausus et du PACES a été faite, sans qu'à ce stade, à ma connaissance, des précisions aient été données sur le dispositif de sélection qui viendra supplanter l'actuel PACES, et sans non plus que vous-même ou vos services n'ayez détaillé la façon dont la suppression du numerus clausus va se traduire. Et à cet égard, donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui va remplacer le PACES, et à quel moment du parcours d'études la sélection se fera. Et je voudrais savoir également si dans la réforme, dans la suppression du numerus clausus, est envisagée ou est à l'étude actuellement l'idée d'assortir cette réforme
d'une notion de prise en compte des zones sous-denses et éventuellement alors, la coercition, la contrainte, l'incitation pour les jeunes diplômés à s'installer sur un temps limité dans une zone qui serait par ailleurs en difficulté. Ma deuxième question, elle porte sur le maillage territorial et notamment les dispositifs de maisons de santé. Et ce que je voudrais savoir, donc on connaît très bien ce dispositif, je suis d'ailleurs comme la vice-présidente Blanc, élue du département, je pense, où on a beaucoup développé, un des départements où on a beaucoup développé les maisons de santé, qui sont adossées à des réseaux de santé territoriaux, qui ne portent pas encore les noms que le projet de loi bien sûr promeut et que l'ARS d'ailleurs Occitanie est en train d'essayer de pousser sur le territoire. Mais on a aujourd'hui des besoins émergents qui se traduisent d'une manière un peu différente. Et en clair, on aurait besoin qu'à certains lieux, on puisse développer des maisons de santé par étapes. Donc commencer avec un certain nombre de professionnels désireux de se rassembler et prévoir, y compris sur le volet immobilier, mais surtout dans le projet de santé, des étapes successives qui s'étalent dans le temps. À ma connaissance, cette possibilité n'est pas encore ouverte. Est-ce qu'on peut l'imaginer pour la suite? Et ma troisième question porte sur les hôpitaux de proximité. Donc, je suis élu d'un territoire que vous connaissez bien, qui est le Sud Aveyron, où l'hôpital de proximité est, pour le dire de manière assez, par euphémisme, en besoin de mutation assez urgent. Donc, nous attendons évidemment avec impatience les ouvertures que permettra le projet de loi que vous présentez. Et j'ai besoin que vous me disiez si dans ces restructurations, la perspective de rénover des hôpitaux de proximité, de rassembler des sites actuellement existants, d'imaginer un hôpital médian est quelque chose que nous pouvons envisager. Je vous remercie, Madame la Ministre. Bonjour Madame la Ministre. Je vais continuer un petit peu comme Arnaud, puisqu'il a fini par les hôpitaux, donc je vais commencer par les hôpitaux. J'ai beaucoup de questions, mais je vais qu'en faire quelques-unes aujourd'hui. On aura l'occasion, je pense, de se revoir, puisque des fois, on a des loupés en termes de réunion. Vous avez parlé du GHT et de la gestion des RH mutualisés, rapidement. Moi, je voulais savoir un petit peu ce que ça voulait dire. Est-ce que c'était dans la logique de direction commune pour plusieurs hôpitaux? Est-ce que c'était dans la logique du management des médecins? Ou est-ce que c'était dans la logique pour éviter le coût des intérimaires qui sont extrêmement importants et qui grèvent les budgets des hôpitaux? Donc du coup aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les budgets des hôpitaux, même si l'ARS, et nous on le sait en Corrèze, a été très efficace pour combler les déficits, hein, il faut être honnête aussi. Deuxième question sur les hôpitaux, on a parlé de gouvernance, les conseils de surveillance. Est-ce que vous avez imaginé revoir ces conseils de surveillance qui sont, je ne sais pas s'ils sont de surveillance, mais je pense qu'il y a un outil à développer et à restructurer au niveau des hôpitaux, puisqu'aujourd'hui on voit bien la présence des élus, la présence de divers corps de métier ou de corps intermédiaires dans ces conseils de surveillance, mais je pense qu'ils sont plus au goût du jour au vu de l'enjeu financier et de l'enjeu humain que sont les hôpitaux. Je ne reviendrai pas sur la labellisation puisque vous répondrez à Arnaud. J'ai une deuxième question sur les MSP. Et je vais parler de mon expérience. Nous avons monté une maison de service public hors ARS avec un partenariat avec les médecins. Donc on a financé à part égale la commune, la commune dont j'étais maire, et les médecins, et nous avons monté la maison en 6 mois. Et nous sommes rentrés dans la logique après d'intervention, de la logique du contrat général avec l'ARS, mais on a gagné beaucoup de temps. Donc je pense qu'il y a un outil complémentaire à trouver. On pourra en discuter plus tard, mais je pense qu'il faut le mettre sur la table. Le troisième élément, c'est l'IDE avec les pratiques avancées. Et là, j'ai une question assez pragmatique. Combien il y aura de place? Comment ça va être formé? Est-ce que tous les CHU vont former rapidement? Et je terminerai, puisque Anne va me dire que je prends trop de temps comme d'habitude. D'habitude, c'est Jean-René. Sur la télémédecine, où nous sommes assez favorables, moi j'ai 2 questions. C'est l'outil numérique, sera-t-il assez compétitif dans les territoires ruraux? Et deuxième élément, c'est l'acceptabilité locale, bien évidemment, de ne pas avoir le médecin, mais d'avoir qu'une présence un peu plus, je dirais physique, mais physique au sens numérique. Merci. Madame Louwagie. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour cette présentation. Je voudrais réagir sur quelques points et finalement vous posez des questions qui sont le relais
toutes les préoccupations de nos citoyens, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un sujet qui inquiète énormément nos citoyens. Donc j'aurais une première question sur l'installation des médecins, et Anne Blanc le relayait en préambule. C'est vrai que nous avons pu constater que tous les dispositifs qui avaient été mis en place ne donnent aujourd'hui pas satisfaction, puisqu'ils n'apportent pas un déploiement des médecins, et nous avons des territoires qui sont en vraie difficulté. C'est le cas en tout cas dans mon département, dans l'Orne, avec des départs à la retraite très importants qui vont arriver dans quelques années. Donc j'ai bien compris que le gouvernement ne souhaitait pas s'engager dans un dispositif coercitif d'installation, qui est un vrai sujet, mais il revient régulièrement des propositions de la part de nos citoyens, et j'en suis le relais, de réfléchir à une solution qui conduirait à flécher l'installation à l'issue du diplôme des médecins généralistes pendant une période certes limitée, qui pourrait être à définir de 2, 3 ans ou 5 ans. Voilà, donc est-ce que vous êtes prête à franchir ce pas? Parce que là, c'est une vraie réponse à une question qui est posée, et qui pourrait être une solution à nos situations géographiques en difficulté. Une deuxième question sur un projet qui est monté dans le département de l'Orne, avec une maison de santé universitaire qui va ouvrir dans quelques mois, avec des médecins généralistes salariés et des assistants qui seront des professionnels de santé, secrétariat administratif adapté. Est-ce que vous êtes enclin à soutenir plus fortement encore ce dispositif que l'on a pu mettre en œuvre grâce à une modification apportée au projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2019. Et une troisième remarque qui réagit un petit peu à ce que vient de dire mon collègue sur le coût aujourd'hui des médecins intérimaires, qui est arrivé à un coût exorbitant, avec des week-ends qui peuvent dépasser 5 000 euros par week-end dans les centres hospitaliers, qui par ailleurs des médecins qui, par des passages, on va dire éphémères, ne participent pas à une cohésion d'ensemble au niveau du centre hospitalier. Et dans le centre hospitalier de ma ville, à l'Aigle, le centre hospitalier fonctionnait très bien lorsque les médecins de ville exerçaient également à l'hôpital. Ils faisaient des quarts de temps, des mi-temps, et il y avait là un lien très fort entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Et quand ce dispositif a pris fin, sous la pression à l'époque de politiques publiques qui avaient été engagées de cette manière, c'est à partir de ce moment-là que s'est délité finalement le lien entre l'hôpital et la ville. Donc est-ce que ça ne serait pas une solution pour revenir sur, je dirais, une harmonie forte entre les deux? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vous propose de répondre à cette première salle de questions. Vous voyez, nous ne sommes pas extrêmement nombreux, néanmoins le contenu des questions sont très denses et fort intéressantes. Merci beaucoup, donc Madame la Vice-présidente. La première question que vous m'avez posée porte sur les ARS et l'évolution possible des structures. Donc, les ARS sont des structures qui ont une dizaine d'années. Je fais un tout petit peu d'historique, parce qu'il faut comprendre d'où on vient pour savoir comment on peut aller différemment. J'entends les critiques partout. Donc, ce sont des structures qui proviennent de la fusion, vous le savez, des DRAS et de caisses d'assurance maladie. Ce sont des profils d'agents qui étaient assez normés dans ces structures et qui se sont adaptés à des missions nouvelles, en tous les cas renforcées d'organisation des soins, puisqu'il y avait moins la carte hospitalière décidée depuis Paris et plus de responsabilités faites à ces directions et à ces structures, à ces agences. Elles ont eu un choc qui a probablement beaucoup éloigné les ARS des élus, qui est lié à la loi NOTRe. En réalité, quand les ARS étaient nombreuses sur le territoire et indépendantes, elles étaient évidemment assez proches des départements dont elles avaient la charge. Aujourd'hui, avec la loi NOTRe, elles sont centralisées, comme évidemment toutes les structures. Et donc, vous avez maintenant 13 ARS qui, de fait, gèrent des territoires immenses. Et en réalité, les personnes qui
sont restés proches des territoires, qui sont les délégations territoriales, sont en général des personnes qui gèrent des toutes petites équipes d'une dizaine de personnes et ont des compétences surtout sur la gestion le contrôle de l'eau. Il y a des ingénieurs et ce ne sont plus des personnes qui ont le même rôle politique qu'avaient avant les DG d'ARS lorsqu'ils étaient plus nombreux. Et donc, on s'est retrouvé progressivement avec une centralisation à l'extrême et des DG d'ARS très éloignés de leur territoire, avec des élus très en demande, évidemment, et c'est normal, et une incapacité d'un DG d'ARS de rencontrer tout le monde. Et beaucoup de DG d'ARS passent 10 heures par jour sur les routes pour aller à l'autre bout de leur région et à rencontrer pour voir un hôpital, ils ont 5 heures de route. Je pense à certaines ARS immenses. Donc, c'est très compliqué et ça a distendu les liens et ce ressenti, vous ne l'aviez pas avant la loi NOTRe. C'était moins flagrant. Donc, nous avons besoin de réarmer les délégations territoriales avec des profils plus politiques, entre guillemets, en capacité d'être des interlocuteurs avec les élus. Donc, pour moi, c'est essentiellement aujourd'hui un problème managérial, parce que la volonté est là. Sincèrement, la volonté est là. Moi, je rencontre les directeurs généraux d'ARS tous les mois. Je leur ai dit à quel point maintenant leur politique devait être ouverte sur les territoires, en interface avec les élus locaux, et donc ils le savent. D'ailleurs, je tiens un cahier qui me rend compte de toutes les réunions faites avec les élus, du nombre d'élus rencontrés. Donc c'est pour vous dire, l'année dernière, il y a eu, je crois, plus de 1000 réunions et 5000 élus rencontrés dans les ARS. Donc il faut un effort particulier, ils me rendent des comptes. Mais on a un problème managérial et d'organisation du fait de cette restructuration qui n'a eu lieu qu'il y a 2 ans. Je rappelle que ça a été un immense bouleversement pour ces agences. Donc aujourd'hui, je dois redéployer des forces vives plus politiques et plus en responsabilité. Les délégations territoriales, aujourd'hui, n'ont pas de responsabilité. Ce sont des délégations sans pouvoir décisionnel. Donc ce ne sont pas des postes attractifs. Donc je dois modifier tout cela. Après, il est évident qu'il faut, et pour moi l'outil ce sont les projets territoriaux de santé, il faut que l'interface avec les élus soit organisée. Et donc les projets territoriaux de santé, c'est vraiment la construction avec les élus locaux et avec les usagers du système de santé d'un projet qui reprend tous les contrats locaux de santé, les contrats de santé mentale, d'autres contrats qui existent sur les territoires avec les élus, etc., et qui va permettre d'agréger tout ce qui existe dans un projet cohérent, structuré, et qui fera l'objet d'une interface structurée avec les élus locaux. Donc c'est ça l'enjeu. Mais il y a un enjeu managérial qui, à mon avis, est tout aussi important et que j'ai complètement pris en compte, évidemment, dans la façon aujourd'hui dont j'organise et je recrute dans les ARS. L'idée, c'est évidemment de leur donner plus de souplesse dans les adaptations territoriales. Je suis convaincue aujourd'hui que chaque territoire a ses spécificités, que les professionnels de santé, comme les élus et les usagers d'un territoire, sont les plus à même de porter ces spécificités au sein des ARS. Et donc, je leur demande toujours d'être très attentifs à l'application non aveugle des normes. Et donc, nous faisons extrêmement attention à adapter en permanence parce que nous savons bien que certains territoires ne pourront pas atteindre la norme fixée par la Haute Autorité de Santé ou tel autre dispositif, et donc nous adaptons. Ensuite, sur les aides à domicile, ça n'est pas dans la loi de santé puisque ça va être dans la consultation que fait actuellement M. Libault sur la loi Grand Âge et Autonomie, et donc ça sera l'enjeu de cette loi. Donc on n'en parle pas du tout dans la loi de santé, mais il y aura une loi à la fin de l'année 2019, vous le savez, sur le grand âge. Monsieur Viala, vous m'avez posé la question de la réforme. Effectivement, le fait de supprimer la PACES aujourd'hui fait rentrer en fait l'entrée dans les études de médecine dans le droit commun. Donc tout cela est en train d'être travaillé avec les doyens, avec les présidents d'université, avec les syndicats étudiants. Notre objectif, c'est de diversifier le plus possible les modes d'entrée. Donc il y aura peut-être une année pour les professions de santé, vous savez, cette année commune qui est souhaitée,
mais pas que. Et donc l'idée, c'est que les meilleurs étudiants d'autres filières puissent rejoindre les études de médecine après le stade licence pour 4 années communes, et que nous puissions de ce fait avoir chez les futurs médecins des personnes qui auront acquis des compétences différentes et qui n'auront pas été sélectionnées uniquement sur les QCM et le par cœur, parce que ça donne des profils trop uniques, trop unifiés, et ça donne des étudiants très malheureux. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'abandon aujourd'hui dans les études de médecine, parce que beaucoup d'étudiants qui ont été sélectionnés sur cette compétitivité ne se retrouvent pas du tout dans la vie hospitalière et dans le contact avec les malades. Donc vraiment, pour nous, c'est l'idée d'un brassage et de passerelles possibles. Certains étudiants ne veulent pas continuer, veulent faire d'autres professions de santé. Il faut que toutes les passerelles soient activables. Donc ce travail est en cours avec les doyens. Il aura lieu pendant toute l'année 2019. Il y aura une entrée par Parcoursup possible. C'est la raison pour laquelle il nous faut le vote de la loi avant septembre pour adapter Parcoursup et pour que la mise en œuvre de la loi puisse se faire à la rentrée 2020. C'est ça notre objectif. Alors, est-ce que le numerus clausus s'adaptera aux zones sous-denses ? Oui. Il n'y a plus de numerus clausus, mais l'idée, c'est que les capacités de formation des universités aujourd'hui soient renforcées dans les territoires sous-denses, de façon à ce qu'on puisse former plus de médecins venant des territoires les plus ruraux, par exemple, et qu'on ne concentre pas l'offre de formation sur les grandes métropoles. Donc il y a évidemment derrière cela l'idée de faire en sorte que les médecins aient plus de facilité à retourner dans des territoires dans lesquels ils ont été formés ou à s'installer dans des territoires où ils ont été formés. Je reviendrai tout à l'heure sur la contrainte et la coercition, puisque vous m'avez posé la question, Madame Louvagie, je crois. Monsieur Viala, vous m'avez posé la question du maillage des MSP, besoins émergents et de développer les MSP par étapes. Alors, sur les MSP, vous le savez, ça a été une promesse du président de la République que de doubler le nombre de MSP à l'horizon de la fin du quinquennat. Nous sommes en train d'y parvenir. Hein. Le développement est continu et je ne vais pas dire exponentiel, je ne crois pas que ce soit le cas, mais continue à se poursuivre de façon intensive sur tous les territoires. Nous suivons cela de très près. Et nous avons, dans le cadre du plan d'accès aux soins, qui était le plan d'urgence que j'avais mis en place dès mon arrivée pour essayer de faciliter l'installation et le développement des MSP, nous avons 3 délégués territoriaux qui sont la sénatrice Elisabeth Doineau, le député Thomas Meignet et une médecin généraliste qui s'appelle Sophie Augros, qui vont se déplacer sur les territoires et nous font remonter tous les besoins nouveaux, de façon à ce qu'on adapte nos dispositifs. Pour l'instant, je n'ai pas entendu de nécessité d'adapter ou en tout cas de proposer la création de maisons de santé progressives. Mais je leur poserai la question explicitement, parce que vous le proposez, donc c'est peut-être une nécessité. L'inquiétude que nous avons, c'est que si nous développons des MSP sur des équipes trop réduites, et notamment reposant sur un seul médecin, ça ne marchera pas. Donc, ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je crois qu'il faut qu'on regarde vos propositions. Ah, vous les rencontrez ? Oui, on peut leur demander de venir vous voir pour essayer de comprendre. Parce qu'on adapte le plan d'accès aux soins au fur et à mesure. On a un comité de suivi tous les 6 mois. Et dès qu'il y a des adaptations à faire pour faciliter l'émergence de tel ou tel dispositif, on le fait. Donc, il n'y a aucun problème. Je vous en prie. Alors, sur l'hôpital de proximité, il y a beaucoup d'inquiétudes. Je vais vous donner l'exemple de ce que doit être pour moi un hôpital de proximité. J'en ai visité un, il est magnifique. C'est l'hôpital de Pont-Audemer. Pont-Audemer, c'est un hôpital qui faisait tout, la chirurgie, la maternité, les urgences, un petit hôpital local qui avait beaucoup de mal à recruter des médecins. Il est en zone très, très rurale. Et le gynécologue, l'obstétricien est mort en 2002 d'un accident de voiture. Du jour au lendemain, ils ont été obligés de fermer la maternité et ils l'ont transformé en centre de périnatalité. C'était en 2002. Et puis, ils avaient beaucoup de mal à être attractifs, ils vivaient avec des intérimaires, etc. Ils ont décidé de se transformer en hôpital de proximité. Ils ont supprimé la chirurgie. Ils ont fait de la médecine polyvalente, de la gériatrie. Je crois qu'ils ont une offre d'équipes mobiles, je crois de soins palliatifs, c'est à vérifier. Ils ont gardé des urgences locales avec un SMUR. Et ils ont un plateau technique assez petit en biologie, permettant de la biologie de base, et un scanner et une IRM qui sont partagés avec des radiologues de ville à mi-temps.
donc une contractualisation. Oui. Pardon ? Oui. Magnifique, Ouais. c'est magnifique. Les élus sont hyper contents, le maire est hyper content, la population est hyper contente. Pourquoi ? Parce que ça maintient une offre de proximité de qualité. L'hôpital a pu être réinvesti. Il est neuf, il est flambant neuf, il est joli, il fonctionne bien, il est attractif pour les médecins. Des médecins libéraux viennent y exercer à l'intérieur. Et il a contractualisé avec l'hôpital tête de pont du GHT, qui est le Havre, pour que toutes les spécialités soient représentées à Pont-Audemer. Donc les spécialistes viennent du Havre une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours selon les spécialités. Les chirurgiens, les ophtalmos, les dermatos, les cardiologues viennent donner des consultations avancées avec des spécialistes de qualité venant du Havre. Donc, je rappelle qu'il y a au Havre des hospitalo-universitaires, des PUPH. Et donc ils ont l'assurance de la qualité en proximité, mais les plateaux techniques sont évidemment au Havre. Et donc si quelqu'un doit être opéré ou doit avoir un acte technique lourd, il va au Havre, mais il revient à Pont-Audemer pour le suivi. Donc, c'est pour moi l'idéal. C'est une porte d'entrée de qualité qui assure à tous les patients du territoire toutes les spécialités projetées, mais pas des spécialités exercées en proximité, parfois au rabais. Pourquoi au rabais ? Parce qu'il n'y a que des intérimaires qui acceptent de venir les pratiquer, donc nous ne connaissons pas la qualité de ces pratiques. Et donc, ça maintient l'attractivité de ce territoire, avec un hôpital qui fonctionne bien et qui a des financements ad hoc, puisqu'il n'a pas vocation à faire de l'activité, il n'a pas vocation à être attiré au-delà de son bassin de population. Donc, pour moi, c'est un exemple type de ce que doit être un hôpital de proximité. Alors, ça inquiète les élus, mais aujourd'hui, je pense, on se voile la face en pensant qu'on peut maintenir au XXIe siècle une médecine de qualité et de proximité partout. Pourquoi ? Parce que la médecine devient de plus en plus spécialisée, de plus en plus technique. Et plus on essaye de maintenir cette technicité, cette spécialisation en proximité, avec peu d'activité et avec des professionnels qui exercent peu, moins on est certain de la compétence des professionnels qui y exercent. Donc je pense qu'il vaut mieux assumer une gradation des soins, c'est-à-dire assumer une proximité qui vraiment rend service à la population avec de la médecine polyvalente, de la gériatrie, des soins de suite et de réadaptation, des équipes mobiles, de la biologie, de la radiologie. Mais qu'on assume que la qualité des pratiques, elle est liée à des plateaux techniques qui tournent énormément, des spécialistes très bien formés qui exercent bien. Mais on assure aux citoyens qu'ils seront adressés à l'endroit où se fait la qualité, mais qu'ils ont une porte d'entrée proche de chez eux qui leur permet d'avoir de la médecine du quotidien. Beaucoup de pays fonctionnent comme ça. Nous sommes un des rares pays à ne pas avoir assumé cette gradation des soins et avoir laissé croire qu'on pouvait faire bien partout en proximité. Je pense que nous commençons à prendre des risques sur certaines pratiques hyper techniques. Et nous voyons bien quand un certain nombre de pratiques chirurgicales ou des techniques de dispositifs médicaux innovantes arrivent, la Haute Autorité de Santé, par exemple, les permet, elle les autorise et l'assurance maladie les finance à une seule condition. C'est que le chirurgien et le plateau technique qui pose ces dispositifs assure plus de 100 ou 200 actes par an. Il est évident qu'en proximité, personne ne peut atteindre ce seuil. Et donc, les médecins qui vont faire ces poses de dispositifs, je pense au TAVI par exemple, ne peuvent pas être compétents parce qu'ils vont en faire 10 par an. En cancérologie, on l'a assumé depuis très longtemps. Les seuils d'activité en cancérologie, ils sont internationaux. Plus personne ne peut être suivi pour un cancer dans un hôpital de proximité si l'hôpital n'atteint pas un seuil de 50 cancers du sein par an, etc. C'est le gage de la qualité. Donc ce projet de loi, il assure une proximité et une gradation des soins où les gens sont sûrs d'être envoyés au bon endroit. C'est ça l'objectif. Donc voilà l'image type pour moi d'un hôpital de proximité. Après, ce sera sur la base du volontariat. Je pense que ce sera une discussion entre les élus, les usagers d'un territoire, l'hôpital du GHT, sa capacité à envoyer. Pour moi, c'est la clé. La capacité d'un hôpital tête de pont d'envoyer des médecins sur place. Ça, je crois que c'est vraiment la règle. À chaque fois que ça fonctionne bien, ce sont des consultations projetées. Je l'ai vu à Besançon en cancérologie. Besançon en cancérologie, le CHU assure la cancérologie de tous les hôpitaux de la région.
Et ce sont les PH de cancérologie qui vont faire des chimiothérapies. Donc les malades dans les hôpitaux de proximité, ils sont suivis par les PH du CHU, qui viennent une fois par semaine. Pardon, voilà. Et donc pour moi, c'est un modèle de proximité et de qualité. Vous vouliez prendre la parole, Monsieur Viala. Pardon, excusez-moi, Je ne connais pas l'hôpital que vous citez en exemple. Je pense que dans la prise en compte aussi des besoins du territoire, il y a des spécificités qui sont peut-être pas transposables du territoire que vous évoquez ailleurs, notamment de superficie, d'éloignement, de distance, etc. et qui ensuite ont un impact sur ce qu'on met, ce qui est indispensable dans l'hôpital de proximité. Donc j'espère que le projet de loi assurera cette souplesse pour ne pas avoir un seul canon qui ensuite créerait des problèmes. Vous avez raison, je pense qu'il faut qu'on tienne compte des spécificités territoriales. Donc le projet de loi, ce qu'on va essayer aujourd'hui, on en est à une ordonnance parce que nous n'avons pas encore eu le temps de suffisamment concerter avec les fédérations hospitalières, les élus, les usagers, les professionnels. Mais mon idée, c'est qu'on puisse très vite inclure les missions socles des hôpitaux de proximité dans le projet de loi en dur. C'est-à-dire que ça rassurera tout le monde. L'idée, c'est que ce soit des missions socles, c'est-à-dire le minimum à assurer, parce que ça éclaircira tout le monde. Je ne suis pas sûre que nous arriverons à maintenir de la chirurgie dans les missions socles. Mais on peut imaginer que dans certains cas, certains hôpitaux de proximité puissent éventuellement garder telle ou telle activité. Encore faut-il être sûr qu'elle ne fonctionne pas qu'avec des intérimaires. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons une telle démographie médicale que nous avons des difficultés d'attractivité majeures. Et ça va durer encore 10 ans.